Je crois que c'est bon, on peut le dire, The Rock a totalement pété les plombs. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 28 février 2025. Et comme d'habitude, le meilleur moyen de me soutenir est de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner, et pour ceux qui veulent, il y a ma page Tipeee en description de la vidéo pour me faire des dons. La légende Trish Stratus qui est chez elle à Toronto ouvre le show, elle dit qu'elle ne sait plus en quelle année on est, avec The Rock qui est présent et avec Lilian Garcia qui la présente. Elle dit que ce soir à Elimination Chamber, ce sera la première fois qu'elle va catcher devant ses enfants. Elle va présenter sa partenaire du match, Tiffany Stratton. Mais très rapidement, Chelsea Green va les interrompre avec Piper Niven. Elle va se moquer du public canadien et va provoquer Tiffany Stratton qui va proposer un match et un arbitre va venir sur le ring. Alors c'était une promo correcte, je suis plutôt ravi de voir Trish Stratus à cet endroit-là, à Toronto. Elle a l'air très heureuse et le public répond bien présent. Et puis l'alchimie avec Tiffany Stratton est plutôt bonne. Après, on va donc avoir un match entre Chelsea Green et Tiffany Stratton. Alors sur le papier, on nous avait vendu un adversaire mystère pour Chelsea Green. Bon, est-ce qu'il est si mystère que ça alors que c'est Tiffany Stratton? J'ai l'impression qu'on s'est un peu foutu de nous. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Le match ne va pas durer très longtemps et pourtant les premières minutes sont plutôt très cool. Encore une fois, j'ai l'impression que personne ne veut rattraper Tiffany Stratton lorsqu'elle saute à l'extérieur du ring, c'est assez dingue. Là elle va sortir une Swanton Bomb à l'extérieur du ring et j'ai l'impression que Piper Niven et Chelsea Green la réceptionnent très mal. En tout cas ça ne va pas très loin parce que Candice LeRae et Nia Jax vont intervenir, disqualification. Elles vont s'en prendre à Stratton et à Stratus qui vont réussir à revenir et à les écarter du ring. Bref, on en verra plus ce soir du côté de Elimination Chamber. C'était sympathique mais sans plus, ce début de show. En tout cas, le public répond présent pour ces Canadiens et ça c'est plutôt cool. Premier tour du tournoi pour déterminer le challenger de Shinsuke Nakamura. On y retrouve Jacob Fatu face à Andrade. Alors oui, tout ça est un peu flou. Nick Aldis a rechangé tout ça parce que LA Knight devait affronter Shinsuke Nakamura. Il était le challenger numéro 1 de Nakamura. Et bah finalement tout ça n'existe plus. Alors il y a des rumeurs autour d'un proche de Nakamura qui est décédé et du coup Nakamura ne pourrait pas être présent du côté de SmackDown. Ce ne sont que des rumeurs donc je ne pourrais pas en dire plus. Mais en tout cas, encore une fois, du côté de SmackDown, ça rajoute à ce côté chaotique, ça rajoute à ce côté bordélique du côté du show bleu parce que là on rabat toutes les cartes et c'est quand même bien triste. Alors le match est génial entre Andrade et Jacob Fatu. D'ailleurs c'est Solo Sikoa qui devait être à la place de Fatu mais il a laissé sa place à Fatu. Un match de 8-9 minutes qui était excellent, très explosif, c'est vraiment le bon terme entre les deux. Ça me fait toujours rire parce que Jacob Fatu est très apprécié, grosse pop pour lui dès le début du match. Andrade rien pour lui comme d'habitude et puis dès que le combat commence, dès qu'Andrade commence à sortir ses grosses prises, le public commence à popper pour lui et se rend compte qu'à chaque fois, c'est un fantastique catcheur. Ça me bute de rire, c'est la même chose à chaque fois. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est très explosif, très dynamique et c'est finalement Jacob Fatu qui va remporter ce combat. Alors on s'y attendait, malheureusement, je trouve ça un poil dommage pour Andrade, encore un Andrade qui perd des matchs, qui ne va pas un peu plus haut. C'était attendu avec un Jacob Fatu qui est booké de cette manière-là, mais ça me fait quand même mal de voir Andrade directement éliminé. Les Street Profits devaient faire face à Los Garza, mais DIY vont s'en prendre à eux et toutes les équipes du roster de SmackDown vont venir sur le ring pour une bagarre générale et la sécurité va devoir intervenir. Alors oui, c'était un bordel total, un poil déçu parce que sur le papier on avait un bon match des Street Profits face à Los Garza, les Street Profits qu'on n'a pas vu combattre depuis un moment, donc j'avoue que j'attendais un peu ce combat, mais il faut le dire, la bagarre générale était vraiment géniale, à tel point que à chaque fois qu'on pensait que c'était terminé, non, ça repartait de plus belle. Malgré l'intervention de la sécurité, non, ça n'a pas suffi dans un premier temps. On a vu les Street Profits avoir un face-à-face avec les Motor City Machine Guns. On a vu les Los Garza sauter à l'extérieur du ring. Bref, c'était une grosse bagarre générale bien bonne que j'ai bien aimée. Et d'ailleurs, même la fin, il n'y a pas vraiment de fin. Il y a juste la sécurité qui est sur le ring et ça s'arrête là-dessus. Mais on peut s'attendre à une suite à tout ça, un tournoi ou un match à plusieurs pour déterminer les challengers numéro 1 au titre de DIY. Drew McIntyre est présent sur la table des commentateurs. Il nous dit qu'il est prêt pour le Chamber de ce soir. Il a le temps de se moquer de John Cena avant que Damien Priest ne vienne le lâcher sur certains aspects de sa personnalité et évoquer son obsession pour CM Punk. Seth Rollins va alors débarquer à son tour et va se moquer de McIntyre. Il va être suivi par CM Punk, content d'être présent à SmackDown. Lui aussi va tacler un par un ses adversaires et Drew McIntyre est celui qui va prendre le plus, évidemment, quand tout d'un coup la musique de John Cena va retentir. Mais non, ce n'est pas John Cena
Cena, c'est bien Logan Paul qui rentre à sa place. Paul explique que John Cena en a rien à faire des Canadiens. Il va lui aussi tacler chaque catcheur présent sur le ring et va terminer par CM Punk à qui il demande comment va la mâchoire après l'avoir frappé lundi à Raw. Punk va se diriger sur la rampe pour le poursuivre, mais Logan Paul s'est déjà enfui pour terminer ce segment. Évidemment, la clim immonde lorsque la musique de John Cena a retenti. J'y ai cru, j'ai un peu crié sur le moment et puis évidemment c'était Logan Paul. C'est bien joué. Alors oui, ça a fait vraiment chier, vraiment très chier, mais c'est plutôt bien joué de la part de Paul et de la WWE de le faire à ce moment-là. J'y ai un peu cru parce qu'on est déjà du côté de Toronto, lieu de Elimination Chamber, donc je me suis dit que c'était possible de voir John Cena présent. Et bah non, malheureusement non. Encore une fois, avec un John Cena, ce segment aurait été encore meilleur parce que là on a tous les participants au Chamber qui sont présents, qui se taclent un par un, avec les tacles sur McIntyre qui sont bons, ceux sur Seth Rollins, je commence à en avoir marre, les tacles sur la tenue de Rollins, on a compris, c'est bon, Rollins s'habille de manière particulière, on a compris, vraiment moi ça ne me fait plus rire, hein. Les tacles de Punk ou de Logan Paul, vraiment ça ne me fait pas rire du tout, mais ouais c'est plutôt bien joué, Logan Paul fait pas une mauvaise promo cette fois-ci, et le faire venir avec la musique de John Cena, c'est vraiment un coup de on va pas se mentir, mais bah ouais ça a bien fonctionné. LA Knight fait face à Santos Escobar dans le premier tour de ce tournoi. Bref, un match qu'on a vu et revu, je vais pas vous mentir, mon attention sur ce match était pas incroyable. C'est un match de 10-11 minutes en plus de cela, donc on leur laisse pas mal de temps. Mais ouais, Escobar face à LA Knight, j'ai l'impression de l'avoir vu 10 milliards de fois, que ce soit lorsque les deux étaient dans la course pour être champion des États-Unis ou lorsque LA Knight était champion des États-Unis. Ouais, on l'a pas vu qu'une seule fois et ça me dérange un peu, ça montre quand même qu'il y a un problème de roster du côté de SmackDown, parce qu'on voit trop souvent les mêmes matchs. Comme je l'ai dit, le match est plutôt correct, on a un bon LA Knight over, alors que Santos Escobar, lorsqu'il domine, bah c'est pas la folie, hein. Même lorsqu'il porte un Hurricanrana du haut de la troisième corde, il n'y a pas une ambiance de dingue. On retiendra quoi du match? Eh bien ce super BFT de la part de LA Knight en finish, un BFT out of nowhere si on peut l'appeler comme ça. D'ailleurs un peu dommage, on n'a pas de ralenti sur ce BFT, mais il est vraiment sublimissime, très surprenant, et donc LA Knight va remporter ce match et avancer au prochain tour. Le prochain tour, je l'avais oublié, mais il sera ce soir. Et oui, le prochain tour, et donc le challenger de Shinsuke Nakamura sera désigné ce soir. Sami Zayn est sur le ring, il va directement s'adresser à Kevin Owens. Il sait qu'il est à Toronto ce soir et il veut qu'il le rejoigne sur le ring. Mais Kevin Owens est bien à Toronto, mais il est à l'endroit où aura lieu Elimination Chamber ce samedi. Owens lui dit que le match de ce samedi sera le meilleur qu'ils n'ont jamais fait tous les deux, et que Zayn méritera tout ce qui lui arrivera durant celui-ci. Il prédit que Zayn finira en chaise roulante et que sa famille souffrira de la situation. Sami Zayn dit qu'il est nerveux, mais il est nerveux pas par rapport à ce qui va lui arriver, mais par rapport à ce qu'il va faire à Kevin Owens. Il est nerveux à l'idée que les parents, la femme et les enfants d'Owens ne lui pardonneront pas ce qu'il va faire à Owens ce samedi. Et s'ils ne le pardonnent pas, tant pis. Il est prêt à mettre fin à Kevin Owens. Alors en vérité, est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter? Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Les deux se sont tout dit semaine après semaine, en interview, en promo, bref. Là encore une fois c'était génial, même si le public canadien ne réagit pas énormément, ce qui est un peu dommage quand même. T'as deux Canadiens qui font une promo et t'as pas énormément de réactions, c'est quand même un peu triste, mais en fait il n'y a plus rien à dire. Maintenant il n'y a plus qu'à voir le match et on espère un très grand match entre les deux. Braun Strowman fait face à Carmelo Hayes, on est au premier tour du tournoi pour le titre US et bah ça va se passer très vite parce que encore une fois c'est un match qu'on a déjà vu, donc sur le papier je me dis bon ok ça fait quand même un peu mal d'avoir le même match, mais la vérité c'est que ça va se passer pas comme prévu. Et oui, parce que dès le début du match on va avoir une intervention de la part de Solo Sikoa et de Tama Tonga qui veulent s'en prendre à Braun Strowman avec une chaise. Bon, ça va vite se retourner contre eux et là Carmelo Hayes va nous la jouer. Eddie Guerrero va faire semblant d'avoir été touché par Braun Strowman avec cette chaise et du coup l'arbitre va le voir et va disqualifier Braun Strowman. Victoire de Carmelo Hayes. Plutôt très malin. Tu te qualifies au prochain tour sans avoir combattu, tu es frais pour le prochain match, c'est plutôt malin. Un Carmelo Hayes qui continue sa série de victoires, on est à 4 victoires d'affilée et ça c'est plutôt cool. Et là en plus cette fois-ci il est très malin, donc j'aime beaucoup. Un Braun Strowman qui va s'en prendre violemment à Tama Tonga après le match. Ouais, Braun Strowman il s'est bien fait avoir sur ce coup-ci. Match 3 contre 3, on retrouve
quasiment toutes les participantes du Chamber féminin. On y retrouve Raquel Rodriguez, Liv Morgan et Roxanne Perez d'un côté, et de l'autre, Bianca Belair, Naomi et Bayley. Et oui, presque toutes les participantes parce que Alexa Bliss n'est pas présente, et c'est finalement Raquel Rodriguez qui prend sa place. C'est un combat de 7-8 minutes qui est pas incroyable du tout, ambiance pas folle. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faut noter, et je suis désolé mais je l'ai bien remarqué lors de ce match. Il peut y avoir n'importe quelle domination dans le match, il y a quelques bruits, mais dès que Raquel Rodriguez domine, il n'y a plus aucun bruit dans la salle. Vraiment, c'est le néant, c'est le vide total. Ça m'a fait presque rire. Alors c'est un peu triste, mais je vous avoue qu'à chaque fois le changement d'ambiance est complètement dingue. Je l'ai vraiment remarqué, c'était impressionnant. Mais ouais, on n'a donc pas Alexa Bliss dans ce combat, ce qui est presque dommage parce que toutes les participantes sont présentes, mais on en reparlera d'Alexa Bliss. En tout cas, le match est très anodin, mais vraiment très anodin à tel point que Roxanne Perez, par exemple, ne fait rien dans le match. Liv Morgan, pareil, on a finalement une domination des babyface et de Raquel Rodriguez du côté des heels, mais sinon, pas grand chose. On a l'enchaînement final de Roxanne Perez qui va prendre la victoire. Ok, d'accord, je prends une victoire de Roxanne Perez qui fait le tomber sur Bayley, ça c'est plutôt cool. Et après le match, Alexa Bliss va venir, ça aussi c'est cool. Sister Abigail DDT sur Roxanne Perez pour terminer ce moment-là. Ouais, ok, Alexa Bliss n'était pas présent pendant le match, mais il est là après, donc ça me suffit. Le Sister Abigail DDT, il est vraiment sublime et il est très bien vendu par Roxanne Perez. LA Knight fait face à Jacob Fatu qui fait face à Carmelo Hayes, match à 3 pour déterminer le challenger numéro 1 de Shinsuke Nakamura. Et oui, tous les matchs de cette soirée ont mené à ce match-là, un combat qui va durer 12-13 minutes, c'était un bon match. Alors, je trouve que c'est un bon match, mais ça ne va pas plus loin que le bon. En fait, j'ai l'impression que les trois donnent leur maximum, j'ai l'impression que les trois vraiment tentent vraiment le tout pour le tout. J'ai notamment un LA Knight qui fait un springboard crossbody à l'extérieur du ring, donc ouais, on se donne vraiment de la part des trois. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une alchimie dingue entre les trois. Ce qui fait que ouais, on a des bons spots, on a des bons moments, mais dans la globalité du match, dans la continuité du match, j'ai pas l'impression d'avoir un excellent combat. Non, j'ai des bons enchaînements, des bons spots, mais ça va pas plus loin que ça. Alors le public aussi est pas incroyable non plus, il faut le dire, hein, le public canadien très surcoté. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur que le public américain qu'il est forcément très bon, non. En tout cas là, il est pas très bon sur ce match-là, alors que t'as LA Knight, t'as Jacob Fatu et Carmelo Hayes, c'est quand même pas des petits noms, puis c'est des gens qui sont plutôt over. Bah, il n'y a pas une ambiance de dingue pendant ce match. On a un Jacob Fatu qui est en domination, hein, qui fait le ménage, qui fait vraiment mal à ses deux adversaires, qui vend très peu, mais ça on le sait, c'est la classique pour Fatu. Et il y a un Fatu qui va prendre le dessus sur Carmelo Hayes, qui enchaîne ses grosses prises, qui va pouvoir gagner ce combat. Et bien non, LA Knight va le sortir du ring et va faire le tomber à sa place. C'est un vol de la part de LA Knight qui va remporter ce combat en faisant le tomber sur Melo. Ouais, toutes les victoires de Melo n'ont servi à rien ces dernières semaines, il a perdu après 4 victoires d'affilée. Bref, ça c'est encore autre chose, on pourra en reparler. Et LA Knight redevient le challenger numéro 1 de Nakamura. Je dis bien redevient parce qu'il l'était avant cette soirée. Quel était l'intérêt? Vraiment, quel était l'intérêt? Si c'était pour que LA Knight redevienne challenger numéro 1 alors qu'il l'était avant cette soirée-là, je ne comprends pas. Ça a donné des plutôt bons matchs, ça a donné un bon moment, mais est-ce que ça en valait réellement le coup? Alors que de base, il était déjà challenger numéro 1 au titre de Nakamura. Bref, je n'y comprends rien du tout. Et dans le main event, on retrouve Cody Rhodes et Michael Cole sur le ring. Cole lui déroule les enjeux de la décision et tout ce qu'il pourrait avoir s'il acceptait l'offre de The Rock. Moins de show, plus de temps avec sa famille, peut-être même une place de dirigeant chez TKO. Finalement, Cody Rhodes va recevoir un cadeau. Sur la rampe va apparaître un énorme pick-up aux couleurs de Cody Rhodes. Et The Rock va apparaître sur l'écran géant et va dire qu'il sait que Cody Rhodes va prendre la bonne décision. Il lui conseille de bien profiter de son cadeau parce qu'il sait qu'il aime prendre les dangereuses et poussiéreuses routes. Il espère que Rhodes va accepter son offre et va révéler une ceinture sur laquelle est écrit l'âme de Cody avec la date du décès du père de Cody Rhodes le 11 juin 2015. Le show va se terminer avec encore une fois un Cody Rhodes très chamboulé. Et je pense qu'encore une fois, je fais la même tête que Cody Rhodes et je pense qu'on est encore beaucoup dans cette situation. Je ne sais pas quoi en penser. Il y a une partie de moi qui déteste tout ce qui y arrive. Vraiment une partie de moi qui déteste ce qui se passe. La promo de The Rock avec les bruits d'avion derrière, c'est un enfer. On va pas se mentir, c'est catastrophique. D'un point de vue télévisuel, c'est horrible. Vraiment. D'un autre côté, le côté monstrueux, psychopathe de The Rock, eh bien ça peut me plaire. Parce que mettre la date du décès du père de Cody Rhodes sur une ceinture avec écrit l'âme de Cody Rhodes, oui, t'es un psychopathe, oui, t'es un malade mental, The Rock.
Et ça, c'est un côté qui peut me plaire. Le The Rock psychopathe, ça me plaît. Mais donc ouais, il y a vraiment un mélange de tout dans ces promos là, donc je ne sais jamais trop quoi en penser. En tout cas, on peut quand même noter que le show se termine avec des chants boring de la part du public de SmackDown, qui veut dire concrètement qu'ils se sont ennuyés sur cette fin de show. Et je peux le comprendre, parce que comme je l'ai dit, c'est pas très clair cette histoire, c'est un peu flou, soit tu adhères à ce personnage, soit pas, et du coup tu te retrouves un peu entre les deux, comme moi finalement qui ne sais pas trop quoi en penser. Je trouve pas ça catastrophique, je trouve pas ça très bon non plus. On verra bien ce qui va se passer à Elimination Chamber, mais en tout cas, ouais, The Rock est un malade mental, ça on peut le dire. Bilan de ce SmackDown, eh bien de mon côté on sera sur un 6,5 sur 10. J'ai vu vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux comme quoi, eh bien c'était le meilleur SmackDown depuis des mois, que c'était un bon show. Ouais, je suis pas très convaincu par cela, alors peut-être parce que j'ai été blasé par les rematchs, peut-être parce que j'ai été blasé par le postulat de base que LA Knight n'était plus challenger numéro 1 et qu'il redevient challenger numéro 1 alors qu'il était à la base. Ça c'est un truc qui m'énerve vraiment, mais ouais, dans l'ensemble il y a des bons matchs. Le Andrade contre Fatu, évidemment c'est un match qu'on va retenir, c'est le meilleur match de la soirée, il était excellent. Ensuite je trouve que c'est correct, que ça va dans le bon parfois, mais que ça va jamais plus loin. La promo dans le main event de The Rock, c'est toujours aussi flou, c'est toujours bordélique, on en pense ce qu'on veut, mais c'est un sacré moment quand même. Et puis sinon, on a la promo de Sami qui était cool aussi. Sinon, dans l'ensemble, je retiens pas énormément de choses, donc non, je dirais pas que c'était le meilleur SmackDown de ces derniers mois, clairement pas. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve en live aujourd'hui à 15h sur ma chaîne Twitch, qui est en description de la vidéo. On parlera de The Rock, on parlera évidemment beaucoup de Elimination Chamber, qui aura lieu ce soir. Nous on se dit à demain pour mon récap du Chamber 2025. Salut, salut!